Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel consacré à l'astrologie, bien évidemment qui sont bien différents hein, d'un mois à l'autre, et puis chaque mois quand même on reverra des pleines lunes quasiment à chaque mois, et chaque mois effectivement les pleines lunes sont différentes. Celle du 20 octobre 2021 on l'appelle la lune du chasseur. C'est ce qu'on va essayer de voir avec des liens pour le collectif et pour une lecture plus immersive pour vous, pour en savoir plus, bien évidemment, comme d'habitude. Toujours Tchaïkovski, le lac des cygnes, hein, en fond musical. Et puis quelques liens en, en quintessence, en lecture de quintessence, bien sûr. Et je mettrai en lien, bien sûr, pour plus pour vos approfondissements à vous, pour le collectif. Hein, allez, c'est parti. Allons à présent voir les transits d'octobre 21 avec notre site socle Azure Astrologue par Ad Astra. Lunaison, tout simplement. En lecture immersive. Une nouvelle lune en Balance. J'enregistre aujourd'hui le 5 octobre. Donc demain, la nouvelle lune a lieu le 6 octobre à 13h05. Alors, cette lunaison a lieu dans le deuxième décan de Balance, deux liens d'une chaîne qui est gouvernée par Saturne et associée à la carte du tarot du 3 épées, du 3 d'épée. Il s'agit de la deuxième nouvelle lune conjointe à Mars d'une série de 3 cette fin d'année. Et cette fois-ci, la conjonction est exacte au degré. Donc, Mars agite, stimule et irrite, et en Balance, cette planète doit jouer selon des codes qui ne sont pas les siens. Ce qui peut être la source de frustration. Cette lunaison est aussi en opposition assez serrée à Chiron, amenant des thèmes de soin. La planète qui dirige la lunaison, Vénus, ne forme aucun aspect puisqu'elle se trouve dans le signe mitoyen Scorpion. Bon, là, on voit la carte astrologique de cette lunaison. 20 octobre, pleine lune en Bélier. A lieu le 20 octobre à 16h56 en France. Cette lunaison est également conjointe à Mars, mais pas de manière aussi serrée sur la nouvelle lune. Elle a lieu dans le troisième décan de Bélier, la rose enflammée, gouvernée par Vénus et associée à la carte du tarot du 4 de bâton. La lune conjoint l'étoile fixe Alphergue. Cette étoile est considérée de la nature de Saturne et Jupiter, mais aussi associée à Vénus et Neptune. Il est dit qu'elle donne stabilité et rigueur, qu'elle indique le succès qui résulte de la détermination et le sens artistique. Comme la lune dépend de Mars qui se trouve en exil et sous les rayons, je pense qu'on peut toutefois s'attendre à certaines frustrations, comme durant la nouvelle lune. Cette fois, cependant, Vénus est configurée en sextile par signe à la lunaison en aspect soutenant et bénéficie également du soutien de Jupiter par un trigone séparant mais très serré. Le soleil poursuit sa course en Balance, hein, le signe de sa chute. Après un aspect soutenant de Saturne fin septembre, le soleil reçoit le soutien de Jupiter par trigone à 22 degrés 15 octobre. Peu après, il y a un carré à Pluton en Capricorne à 24 degrés 17 octobre. Bien sûr, tout le trajet du soleil en Balance se produit en conjonction à Mars. Comme je l'avais mentionné dans l'article de septembre, cela peut être approprié d'avoir une démarche pour nourrir le soleil vu qu'il se trouve en posture difficile durant le mois d'octobre. Mercure, les 3 premières semaines d'octobre, Mercure rétrograde en Balance. Bien sûr, j'ai également corroboré avec M. Quartz pour proposer des modèles de tirage. Vénus, le 7 octobre, Vénus entre en Sagittaire. Cette entrée marque un tournant dans le mois car Vénus a la responsabilité de la pile des planètes en Balance. Elle peut maintenant y apporter son soutien par sextile. Le 9 octobre, Vénus conjoint Kétu, le nœud lunaire sud. Une planète en conjonction à Kétu est diminuée, ascétisée. Le reste du mois, cependant, Vénus reçoit surtout des sextiles soutenants. Le 13 du Verseau, de Saturne en Verseau. Le 13 de Mercure en Balance, juste avant sa station directe. Et le 28 de Jupiter en Verseau. Ce dernier a lieu juste après un carré de Vénus à Neptune en Poisson, ce qui pourrait donner une dimension imaginative ou illusoire à cet aspect. En Sagittaire, signe mutable de feu,
Vénus déborde d'enthousiasme et de volonté d'entreprendre quelque chose qui a du sens. C'est un endroit où Vénus illustre davantage de légèreté, d'optimisme et de flexibilité qu'en Scorpion. Les personnes ayant Vénus en Sagittaire, notamment, cependant, souvent également des placements en Scorpion, étant donné que les deux signes mitoyens et que Vénus n'est jamais à plus de 48 degrés de distance du Soleil dans le zodiaque. Alors, je vais à Mars. Mars passe la quasi-totalité du mois dans le signe de son antithèse, Balance. Le 8 octobre, peu après la nouvelle lune, Mars conjoint le Soleil. Cette conjonction du Soleil et de Mars se produit une fois tous les 2 ans. C'est un moment important dans le cycle de Mars que l'on pourrait comparer à une nouvelle lune, une sorte de renouveau de Mars qui donne le ton pour les 2 ans à venir. La dernière conjonction de Mars et du Soleil en Balance a eu lieu en octobre 2006, la précédente en septembre 1989. Ça va me penser au crash boursier, ça. C'est des dates quand même assez parlantes finalement. Mais c'était plus le crash de 87 et 2006 c'était un enclenchement. Et là on est à la fin aussi du déclenchement de 87. À la toute fin octobre, Mars quitte enfin son exil en Balance pour rentrer dans son domicile nocturne Scorpion. Généralement, Mars est à son aise en Scorpion. La planète y règne par signe, mais aussi par triplicité. L'entrée en Scorpion de Mars se fait également dans son décan et dans ses termes. Cependant, cette accumulation de dignité est quelque peu dérangée par le reste de ce qui se joue dans le ciel actuellement. L'arrivée de Mars en Scorpion place la planète en aspect dur à Saturne et Uranus et réactive la tension sur les angles fixes. Taureau, Lion, Scorpion, Verseau pour terminer, les stations directes. La station d'une planète est le moment où elle ralentit dans le zodiaque, avant de rétrograder, station rétrograde, ou de reprendre sa course directe, station directe. En octobre, 4 planètes stationnent direct. Pluton, Saturne, Jupiter et Mercure. L'énergie d'une planète stationnaire est très fixe. La durée d'une station dépend de la planète concernée. Donc on affiche un peu plus. Jour stationnaire, avant rétrogradation et avant course directe. Il est assez rare que 4 planètes stationnent direct le même mois, comme en octobre 2021. Cela représente beaucoup de points de pivot. Certains sujets représentés par ces planètes vont bénéficier de plus d'aise, de marge de manœuvre, reprendre de la vitesse, avoir davantage le vent en poupe au cours du mois d'octobre. Alors ça, terme point pivot, est quand même très intéressant. Plusieurs notions intéressantes. Après avoir lu ces transits d'octobre 2021, avec station et rétrogradation. Avec ce lien parfaitement bien développé sur pandoraastrologie.com. Avec la personne qui s'appelle Jamie. Très bon lien pour bien comprendre la rétrogradation et station. Alors, lecture immersive, oui, ça aurait été bien, mais ça marque en anglais après. Donc, on va essayer de voir un peu plus gros. Les rétrogrades et les stations sont des types particuliers de transit planétaire. Rétrograde signifie à l'envers, son opposition directe, ce qui signifie en avant. Station signifie stationnaire. Les astrologues utilisent ces mots pour décrire les mouvements des planètes dans le ciel et pour interpréter leur signification pour ceux d'entre nous ici sur Terre. Chaque année, toutes les planètes de Mercure qui se déplacent rapidement à Pluton sont extrêmement lentes, traversent des périodes où elles semblent reculer. Les astrologues sont conscients que les planètes ne voyaient jamais vraiment en arrière. Le mouvement rétrograde est un facteur de notre point de vue depuis la Terre, mais les astrologues savent aussi qu'un transit planétaire a une sensation distincte selon que la planète est rétrograde ou directe. Les changements de mouvement de direct à rétrograde et rétrograde à direct sont appelés stations. D'ailleurs, voilà, et puis on s'arrête, et puis on a l'impression, ça fait un peu comme une toupie
une impression sur Terre, c'est intéressant, ces notions astrologiques. Une planète qui se déplace vers l'avant ralentira, s'arrêtera et commencera à reculer. Une planète rétrograde fera de même à l'envers. Les stations planétaires sont des transits que nous vivons tous et elles peuvent avoir beaucoup de drames qui leur est attaché. C'est pourquoi j'aime les appeler jours charnières. Parce que la planète pivote littéralement dans le ciel et que nous, les humains, ici sur Terre, vivons des expériences charnières importantes. Le terme jour charnière par rapport à ce qui est exceptionnel, hein, il est assez rare que 4 planètes stationnent dans le même mois comme en octobre 2021. Cela représente beaucoup de points pivots. Et ici, on nous parle de jour charnière. Avec toutes les informations que nous avons en ce moment, alors effectivement, hier soir, il y a eu des soucis par rapport au groupe Facebook, bien sûr. Effectivement, très clairement, ça sent le grand reset à planer. Donc par le cloche web, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Pour voir la réaction des gens aussi, pour tester, pour voir comment ça se passe au niveau de la réaction des gens, s'il y a une panne globale. Quoi de mieux que ce groupement où il y a plusieurs milliards d'utilisateurs, 2 ou 3 milliards peut-être en temps réel, plus de 6 heures d'arrêt, il me semble. C'est quand même assez incroyable. Et d'un point de vue astrologique, là, on y est plein dedans. Hein. Et puis, ma vidéo suivante concernant le Black Swan, encore une fois, ça va parler de ces sujets-là. Et c'est intéressant de mettre en lien ces deux vidéos. Celle-ci et le Black Swan juste après, dans quelques jours. Il y a 6 planètes qui se déplacent lentement dans notre ciel et qui font une expérience de vie très intéressante pour nous, ici sur Terre, lorsqu'elles pivotent. Il s'agit de Jupiter, Saturne, Chiron, Uranus, Neptune et Pluton. Chacune de ces 6 planètes devient rétrograde une fois par an, puis se redirige à nouveau plusieurs mois plus tard. Il y a donc 12 jours pivots. Pourquoi Chiron? Est-ce que c'est de toute façon voir ceci? Voilà. Et puis on peut voir les stations planétaires de manière intéressante et pour plus d'immersion. Il y a aussi 3 planètes en mouvement rapide, les 3 premières, planètes qu'on dit telluriques, sauf Mars, apparemment, qui pivotent et nous traversons des changements intéressants au cours de leur période rétrograde. Ce sont Mercure, Vénus et Mars. Pour le coup, effectivement, ce sont les planètes telluriques. On enlève la planète Terre, bien sûr, par rapport à notre point de vue, donc je corrige l'erreur. Mercure traverse une période rétrograde d'environ 3 semaines tous les 4 mois, donc 3 fois par an. Vénus traverse une période rétrograde d'environ 6 semaines chaque année, un quart. Et Mars traverse une période rétrograde d'environ 12 semaines tous les 2 ou 2 ans et quart. Si vous avez entendu le mot rétrograde, c'est probablement parce que Mercure était rétrograde et que vos amis ou collègues s'en plaignaient. La raison pour laquelle vous n'entendez jamais parler de Mercure direct est que Mercure est généralement direct. Nous prenons l'efficacité qui est possible à ce moment-là pour acquise. Lorsque Mercure rétrograde, les choses se compliquent et nous ne sommes souvent pas prêts. Alors, je reviens encore ici. Est-ce que Mercure est un point pivot? Oui, un jour avant rétrogradation. On dit souvent qu'il est direct, mais là ça stationne au mois d'octobre 2021. Et il y a encore 2 termes pour mon argumentaire par rapport au crash boursier. Et qui est possible à ce moment-là, lorsqu'on est bien d'accord, lorsque Mercure rétrograde, les choses se compliquent et nous ne sommes souvent pas prêts. Ah oui, là c'est sûr. Et c'est malheureux, vu toutes les informations qu'on donne. Pas que moi, d'autres, sur Internet bien sûr. Savoir par rapport à ce qui se passe au niveau maritime, etc. Puis moi je me suis abonné à d'autres chaînes aussi, donc vous pouvez aller voir ces autres chaînes aussi, même anglophones, qui parlent de tout ça. Savoir quand Mercure rétrogradera ensuite peut vous aider à vous préparer non seulement à surmonter cette période difficile, mais aussi à en tirer profit, à en tirer parti. Les gens se plaignent tellement de Mercure rétrograde que les périodes rétrogrades de Vénus et Mars peuvent être complètement ignorées. Mais il est également important de les comprendre car Vénus affecte les relations et Mars affecte l'énergie, la volonté et la conduite. Vraiment très intéressant pour
pour cet astrologue. Étrangement, le terme point pivot, eh oui, est utilisé en économie comme par hasard. Vous voyez? Et ce mois d'octobre, d'un point de vue astrologique, a 4 points pivots, ce qui est très rare. Y a-t-il un lien? En tout cas, c'est les mêmes choses. On va essayer de comprendre le système économique sur le guide boursier classique en lecture immersive. On va essayer de comprendre. Le point pivot, un indicateur indispensable pour les traders. Bien sûr. C'est quand même extrêmement important. Alors là, on voit effectivement ici le support de résistance. Ici, on a le point pivot. C'est quand même extrêmement intéressant. Seuil de support et seuil de résistance, il me semble. Il me semble qu'ici, c'est seuil de support. Ici, seuil de résistance. J'arrive de parler. Puis le point pivot ici. On pivote et où les traders peuvent juger niveau des ventes, etc. L'indicateur point pivot, ou pivot point en anglais, est un indicateur technique qui apparaît sur un graphique boursier. Il est basé sur un algorithme mathématique spécial qui permet de prédire les retournements futurs de tout marché boursier avec une forte probabilité. C'est un indicateur extrêmement performant et facile à utiliser car il agit comme un indicateur de support à résistance. Calculé tous les jours sur les stations de trading, notamment la plateforme Trader Workstation, les points pivots donnent les niveaux psychologiques du marché, que sont les niveaux de support et de résistance sur un graphique boursier, ainsi que la tendance du marché, qui sont utilisés par beaucoup de traders. Généralement calculé à partir de la période en journalier D1 par son calcul, les traders intraday en particulier tireront le meilleur parti de cet indicateur exclusif. Sur un graphique, le point pivot s'affiche toujours entre les lignes de support, de socle en dessous et de résistance au-dessus. Et là, entre les deux, le point pivot, qui est une ligne, en effet, une ligne marquée en gris sur les applications boursières, etc. En effet, l'indicateur affiche également 3 niveaux de résistance importants, ligne verte sur le graphique et 3 niveaux de support importants, ligne rouge sur le graphique. Effectivement, on a support 1, support 2, support 3, résistance 1, 2, 3, etc. Alors que son calcul reste mathématique, le point pivot joue également un rôle psychologique essentiel pour beaucoup de traders qui vont acheter ou vendre sur ces seuils. En termes de rationalité, la notion de support et de résistance n'a aucune explication scientifique. Cette configuration prend tout son sens car en réalité de nombreux investisseurs utilisent cette méthode dans leur analyse technique. Sa forte réalisation est plutôt à mettre sur le principe de l'autoréalisation. Au même titre qu'une résistance ou un support, le pivot est une droite bien qu'il soit préférable de parler de zone. Un point pivot est une zone du graphique à partir duquel une orientation des prix peut évoluer. Par exemple, si le point pivot est traversé à la hausse, c'est un signal d'achat. A l'inverse, s'il est cassé à la baisse, cela peut aussi être considéré comme un signal de vente. Quand même intéressant. Position à la hausse quand le prix passe au-dessus du point pivot. C'est intéressant ça. Donc on voit la ligne verte au-dessus du point pivot. Intéressant. Les points pivots du trader de parquet ou de salle de marché. Déterminer les points pivots avant l'avènement de l'informatique se faisait sur un calcul mathématique simple en prenant tout simplement le plus haut, le plus bas ainsi que le cours de clôture de la séance précédente pour ensuite le diviser par 3 afin de déterminer le point pivot. Grâce à ce simple calcul, les traders pouvaient ensuite baser leur calcul pour 3 niveaux de support et 3 niveaux de résistance. Le calcul des points pivots les plus basiques, connus sous le nom de pivots de traders de parquet, des niveaux de support et de résistance associés. La stratégie consistait à scruter les retournements des tendances sur les niveaux de points pivots. En cas de poursuite de la tendance, de prendre position pour trader les cassures. Outil indispensable des traders, le point pivot joue un rôle de seuil psychologique que de nombreux investisseurs surveillent avec la plus grande attention car ce sont des points ou droites qui peuvent servir de ligne de support ou de résistance majeure. Les supports et résistances
sont de formidables outils que les traders novices ou expérimentés utilisera dans son trading pour anticiper sur ses graphiques les niveaux clés où le prix peut basculer à la hausse comme à la baisse lorsque, par exemple, le cours vient de prendre support sur le pivot du jour et entraînant de ce fait un vif rebond des prix. Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex et des matières premières, des crypto-monnaies, des actions ainsi que sur les indices. S&P 500. Le point pivot est la bourse définition. Le point pivot est une zone essentielle sur un graphique car elle se comporte comme un indicateur de support et de résistance. Les points pivots donnent des zones psychologiques sur lesquelles devisent les indices, les actions ou les matières premières ont de grandes chances de se stabiliser, de rebondir sur un support et de baisser sur une résistance. Il existe plusieurs types de points pivots. Les points pivots classiques qui sont très utilisés par les traders, les points pivots Kamaria, les points pivots d'ouverture, les points pivots de Fibonacci, de Ken Woody et de Tom Demark. Qu'est-ce que l'indicateur point pivot? Pour terminer, les pivots points sont souvent utilisés par les travailleurs professionnels comme un indicateur de support de résistance prédictif du mouvement du marché. Il n'est la propriété de personne. On le retrouve généralement par défaut dans la plupart des logiciels de bourse, hormis MetaTrader 4 et 5. Cet indicateur est uniquement disponible à partir de Yahoo Expert Advisor. Actuellement, la plupart des courtiers le proposent dans leur solution de trading, en effet, leurs équipes en charge du développement intègrent ce fameux indicateur pour les plateformes. Les lignes affichées sur les graphiques représentent le point pivot en gris, ainsi que les niveaux de support de résistance. Support en rouge et résistance en vert. Si le prix est supérieur au pivot point, le marché est également considéré comme haussier, alors que le prix inférieur au point pivot est généralement considéré comme un marché baissier. Les supports et les résistances aident à déterminer les niveaux de retournement potentiel de la tendance actuelle du marché. Donc voilà, bonne lecture sur le Didi boursier. Alors, bien sûr, continuons cette analyse, encore une fois, comme une sorte de site socle, encore une fois, sur la presse galactique.com de Tanaz. Je continue par rapport à la nouvelle lune en balance, dont je parlais le mois dernier. Et là, je continue après le 6 octobre. Que je poursuis pour approfondir cette étude, avant de passer à cette pleine lune du chasseur. Nouvelle lune de la balance, 6 octobre, plus Pluton direct. La nouvelle lune de la balance active un alignement de planètes en balance connu sous le nom de stellium. Les stelliums peuvent créer un amas d'énergie forte qui peut mettre en lumière un domaine de notre vie. Veillez à prêter attention aux signes que l'univers vous envoie. Vous pourriez ressentir une pression croissante qui vous obligerait à agir. Pour obtenir des conseils sur la meilleure action à entreprendre, réfléchissez à la façon dont vous pouvez voir les choses différemment ou peut-être apporter une nouvelle énergie dans votre vie. Les nouvelles lunes sont une bonne occasion d'adopter une nouvelle approche et de fixer des intentions pour les résultats que vous souhaitez obtenir. Il y a un pouvoir ici en se concentrant sur ce que vous souhaitez attirer plutôt que de se laisser entraîner par ce que vous ne souhaitez pas attirer. Le même jour que cette nouvelle lune, Pluton se met en position directe après avoir été rétrograde depuis avril. C'est un jour puissant dans le cycle de Pluton. Pluton est la planète de la transformation. Nous pouvons donc avoir le sentiment d'avoir atteint un point puissant dans notre voyage de transformation. Vous pouvez lire plus sur ce sujet ici. 7 octobre. J'en parlais déjà, conjonction du Soleil et de Mars. Le Soleil et Mars vont se rencontrer dans notre ciel cosmique, fusionnant leur énergie ardente. Alors que nous ressentirons cette énergie plus fortement aujourd'hui, il est probable que nous l'ayons ressenti brasser au moins une semaine avant cette date. Nous pourrions également continuer à en ressentir les effets au cours des prochaines semaines. Et effectivement, je voulais dire, mais par rapport à ce qui s'est passé avec Facebook, 6 milliards de perdus en quelques heures, effectivement, au niveau point pivot, c'est très baissier. Voilà. Encore une fois, plus les Evergrande, plus les conteneurs maritimes bloqués aux USA, donc ça fait quand même beaucoup. Là. Donc il faut faire extrêmement attention. Lorsque Mars s'aligne avec le Soleil, nous pouvons nous sentir motivés, productifs et avoir une poussée d'énergie qui nous incite à agir. Et toute cette énergie ardente, nous devons cependant faire attention à ne pas aller trop loin et trop vite, car l'épuisement peut aussi être une manifestation de cette union planétaire.
L'énergie de Mars peut également déclencher des émotions vives comme la colère, la frustration. Donc si vous remarquez que vous êtes moins patient que d'habitude, essayez de vous donner un exutoire qui implique une activité physique ou une respiration profonde. 9 octobre, Soleil conjoint à Mercure, pendant et qu'il est en rétrogradation, Mercure s'aligne avec le Soleil. Cet alignement est connu comme une conjonction inférieure au Mercure Casimir. Cela représente un moment de cristallisation où nous pouvons recommencer à recevoir les messages de Mercure rétrograde avec plus de facilité. Mercure est considéré comme la planète messagère et lorsqu'il est en rétrogradation, il aide à découvrir des messages de notre subconscient ou des messages que nous avons peut-être manqués la première fois. C'est à ce moment de son voyage rétrograde que nous pouvons commencer à recevoir et à traiter certains de ces messages. Nous donnons un peu une plus grande clarté. 10 octobre, Saturne direct, on en parlait. Saturne devient direct après avoir rétrograde depuis mai. C'est un jour de force dans le cycle de Saturne où nous pouvons vraiment ressentir le poids de ces leçons, de son énergie pour mieux comprendre les leçons que Saturne peut vous apporter. Pensez au thème que vous avez abordé à la fin du mois de mai. Vous constaterez peut-être que les leçons qui étaient présentes à ce moment-là peuvent être revisitées d'une certaine manière ou résolues une fois pour toutes. Les mouvements de Saturne ont également été étroitement liés aux informations concernant la pandémie. Il se peut que nous recevions d'autres nouvelles ou que nous fassions l'expérience de développement à ce moment-là également. 18 octobre, Mercure direct. J'en parlais aussi, Mercure se met en position directe pour ne plus rétrograder avant l'année prochaine. Tous les messages que Mercure, que vous sachez, seront maintenant dévoilés dans les jours à venir. Le 18 octobre, on nous parle d'une date fatidique au niveau économique par rapport à ce qu'a dit Janet Yellen, notamment au niveau économique. C'est quand même assez dangereux. On parle de dévoilement ici, c'est quand même assez dur. Continuez à être patient et à travailler avec votre intuition. Comme Mercure commence maintenant à se déplacer directement, les choses seront plus claires et tout brouillard mental commencera à se dissiper. 20 octobre, pleine lune en bélier. C'est une pleine lune intense. Il y a beaucoup d'énergie à déballer sur cette pleine lune du bélier. Mais sachez simplement jusqu'à ce moment, les choses peuvent commencer à sembler très lourdes ou chaudes. Cette pleine lune indique que quelque chose arrive à sa fin dans nos vies, peut-être d'une manière dure ou même abrupte. Encore une fois, elle indique que quelque chose arrive à sa fin dans nos vies. Peut-être d'une manière dure ou même abrupte. Moi, je repense encore à ce crash économique. On parle aussi, notamment Robert Kiyosaki, etc. Je ne vois pas comment l'humanité peut s'en sortir là. Par rapport à ça, par rapport à l'économie, je parle. On est bien d'accord. Là, pour le coup, quand on voit Janet Yellen comme ça, c'est quand même assez terrifiant. Là, je crois que ça va être très compliqué, même d'un point de vue astrologique. C'est devenu cohérent là. Ça va être très 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 compliqué. Cette fin peut être quelque chose de tangible, mais aussi quelque chose d'intangible. L'accent de cette pleine lune sera probablement mis sur nos relations. Il se pourrait donc qu'une relation prenne fin, ou qu'une dynamique relationnelle commence à s'effriter. Les émotions peuvent être très fortes en ce moment. Alors soyez doux avec vous-même et avec les autres. Cette combinaison d'énergie particulièrement ardente et un peu combative. Alors faites attention à la façon dont vous abordez les situations volatiles. Au niveau mondial, l'énergie de cette pleine lune semble être liée aux protestations, à l'indignation, à la hostilité croissante. Elle pourrait se manifester par des gens qui repoussent ou résistent à quelque chose. Certains des alignements sous cette pleine lune ont également été liés à la violence, à la volatilité avec les gouvernements et à des conditions météorologiques extrêmes. Pour terminer, le 22 octobre, le soleil quitte la balance pour le scorpion. La saison de la balance touche à sa fin lorsque le soleil entre dans le signe aqueux intuitif et profondément transformateur du scorpion. Et oui, cette pleine lune du 20 octobre symbolise, signifie la lune du chasseur, avec comme d'habitude le beau PDF que je propose sur ma chaîne. Celui-ci ne demande pas à l'appel, il s'agit d'un document de l'IMCCE.fr, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, concernant cette lune du chasseur, en PDF de 8 pages, très intéressant, comme d'habitude la quintessence, pour comprendre de quoi on parle, de cette lune du chasseur. Qu'est-ce que ça nous dit?
Depuis la nuit des temps, depuis les temps les plus reculés, les hommes ont nourri à l'égard de la Lune une intention toute particulière mêlée de crainte et de fascination. Parmi les nombreuses dénominations dont elle a pu être affublée dans la tradition populaire, il en est deux qui retiendront notre attention dans cet article, la lune des moissons et la lune du chasseur. Nous en avons tous entendu parler peut-être sans savoir exactement ce que c'est. À mieux peut-on savoir ou croit-on savoir que la lune des moissons a un rapport quelconque, un quelconque rapport avec l'équinoxe d'automne, tandis que la lune du chasseur serait liée à l'équinoxe de printemps. Pourtant, dans les pays anglo-saxons, la lune des chasseurs est associée à la seconde pleine lune d'automne, c'est celle qui va arriver le 20 octobre. Qui a donc raison? C'est le dilemme de la lune des chasseurs. Intéressant. Donc il y a quand même plein de choses intéressantes. Je vais commencer en page 3 rapidement. Les travaux de James Ferguson sur la Harvest Moon, la lune des moissons. C'est les travaux du français Arago. Donc là nous sommes en page 3 effectivement. Et je suis ici. En outre, pour la première fois, Ferguson associe à son explication la lune du chasseur, nom par lequel il désigne la seconde pleine lune après l'équinoxe d'automne, celle qui généralement survient en octobre, sans pour autant proposer une origine précise à cette appellation. La figure 2, le planétaire Orrery en anglais, de James Ferguson, un cratère roux denté représentant le mouvement du système Terre-Lune par rapport au Soleil. Intéressant. Cette explication ainsi que les noms associés à ces pleines lunes sont parvenus en France assez tardivement. Ainsi, Lalande, qui est à l'origine de la création du Bureau des longitudes en 1795, dans son ouvrage L'Astronomie, évoque et traduit en français pour la première fois ce que les Anglais appellent la lune des moissons, la Harvest Moon, en mentionnant explicitement les travaux de Ferguson. Ce fut ensuite Delambre, en 1814, Astronomie théorique et pratique, qui reprit l'explication de Ferguson en nommant la pleine lune de l'équinoxe du printemps la lune du moissonneur, puis la lune des moissons. En 1827, pour la pleine lune d'octobre, il traduit littéralement la dénomination de Ferguson par la lune du chasseur. Arago déplace la lune du chasseur. Arago, qui fut directeur de l'Observatoire de Paris, également membre du Bureau des longitudes, dans ses leçons d'astronomie en 1849 sous les titres de la lune d'automne et du chasseur, décrit à son tour le phénomène, mais à travers, un peu plus loin on va en profiter, décrit à son tour le phénomène, mais à travers une traduction intégrale du traité de Ferguson, sans pourtant jamais le citer. Il est fidèle à la lettre de Ferguson qu'il calcule les retards dans les levées de la Lune pour Londres, alors qu'il s'adresse à un public français par ailleurs de manière plus troublante. À aucun endroit du texte il précise à quelle lunaison font référence ces deux lunes particulières. Ce qui à l'époque devait laisser le lecteur quelque peu perplexe. Ceci résulte d'une omission délibérée, la seule phrase du texte de Ferguson indiquant à quelles époques se rapportent ces dénominations. Pourtant, en 1859, 10 ans plus tard, Arago, dans son cours d'astronomie populaire, revient à nouveau sur ces pleines lunes d'automne en reprenant cette fois-ci la dénomination déjà acceptée par Lalande et Delambre avant lui, d'Harvest Moon des moissons, donnée à la lunaison de septembre. En revanche, concernant la lune du chasseur, il affecte sans explication cette appellation à la pleine lune qui correspond à l'équinoxe de printemps. Il précise en effet les circonstances qui prévalent à l'équinoxe de printemps et qui se manifestent en sens contraire. Bref. À partir de cette époque, la lune devenant chaque jour plus australe, doit, par cette seule cause, se lever de plus en plus tard. L'effet du mouvement de la lune de l'Occident à l'Orient doit produire son effet comme à l'ordinaire. Les deux effets s'ajoutent à la fois. En d'autres termes, la longueur du jour n'est pas alors prolongée par la lune après le coucher du soleil. Voilà pourquoi cette pleine lune a été appelée la lune du chasseur. Il est à noter que ni Ferguson, ni Lalande, ni Legrand ne se sont préoccupés de baptiser la pleine lune de l'équinoxe de Mars pour laquelle les effets sont inversés.
Une explication possible à cette décision curieuse de la part d'Arago peut être trouvée dans la conclusion qu'il donne lui-même sur l'origine de ces phénomènes. Les partisans des causes finales ont des mots pour tout expliquer. Ils admettent que la Lune a été donnée à la Terre pour éclairer nos nuits. À ce point de vue, elle remplit donc bien mal son office. Ils s'opposent ainsi implicitement à Ferguson lui-même, qui a un siècle plus tôt loué Dieu pour le don fait aux hommes de ces phénomènes naturels en ces termes. Ceci explique, il le dit en bas, on le voit, notre Créateur a fort sorte que quelques causes naturelles produisent des effets variés qui sont merveilleux en eux-mêmes, très bénéfiques pour ces créatures. Un exemple de ceci est la lune des moissons. Je reprends ce que j'explique, et sans doute les fortes réticences d'Arago à citer Ferguson. Il reconnaissait son explication, mais non sa justification. Arago était en fait très impliqué dans le combat contre les mythes lunaires et plus généralement l'ignorance, source de tous les obscurantismes. Ce fut le premier, par exemple, à développer un argumentaire complet contre les soi-disant effets sur les récoltes brûlées par le gel lors de la lune rousse d'avril. Sans doute aura-t-il voulu, en distinguant ainsi la pleine lune de Mars, faire reculer cette idée encore très répandue que les pleines lunes d'équinoxe avaient été créées pour éclairer nos nuits. L'aura et l'autorité d'Arago auront suffi ensuite à imposer en France ce transfert d'appellation vers la pleine lune de Mars qui prévaut encore jusqu'à nos jours. Finalement, ceux qui veulent rester fidèles à la vérité historique appelleront avec Ferguson la lampe de l'ambre et l'ensemble du monde anglo-saxon la seconde pleine lune d'automne du nom de lune du chasseur, tandis que ceux qui veulent rester attachés à l'héritage, à l'esprit des lumières d'Arago nommeront ainsi la pleine lune d'équinoxe de Mars. Ceci n'a sans doute pas grande importance car dans l'un et l'autre cas, aucun de ces grands astronomes n'a jamais pu produire une justification quelconque à cette dénomination, ce qui a d'ailleurs favorisé le glissement sémantique que lui a fait subir Arago. Donc, pour terminer, on a le globe céleste de Ferguson à partir duquel il expliquait le phénomène de la lune des moissons. Une fois le pôle réglé à une hauteur égale à la latitude du lieu, il est possible de visualiser l'ensemble des phénomènes de lever et coucher pour une date quelconque de l'année. Sur cette gravure, le globe est positionné sur les lieux équinoxiaux où l'équateur et l'écliptique se croisent précisément sur les points est et ouest. Quand même intéressant de revoir ça, c'est quand même un site intéressant. Ensuite, on a son explication technique, c'est quand même très intéressant pour approfondir. Restons sur les sites IMCCE, c'est quand même très intéressant cette astrologie d'un point de vue scientifique, par rapport à la lune du chasseur et par rapport aux pleines lunes en général. Dont la rédactrice en chef du site, Maider Bunion Olano, avec un autre événement pour ce mois d'octobre 2021, c'est le phénomène de la conjonction entre la planète Vénus et l'étoile Antares de la constellation du Scorpion le 16 octobre 2021 à 20h. Donc on voit Vénus, l'astre le plus lumineux du ciel bien sûr, l'étoile du Berger et Antares, qui serait juste à côté. Une Scorpion très lumineuse, très loin, bien sûr, très grosse, mais quand même très lumineuse dans le ciel par rapport à la Terre. Stellarium, bien sûr, les crédits sont Stellarium. Fantastique application. Bien évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit? Et puis à la fin, un dernier lien concernant les enjeux astrologiques de l'année 2021. Au niveau de l'astrologie mondiale. La conjonction entre la planète la plus brillante du ciel et l'étoile la plus brillante de la constellation de Scorpion aura lieu en tout début de nuit du 16 octobre 2021, peu après le coucher du soleil. Ce phénomène sera l'occasion de mettre à l'honneur deux astres phares du ciel. Par l'heureux hasard d'un alignement de perspective, ce rapprochement fera cohabiter un objet de notre système solaire, donc assez proche de la Terre, avec une étoile de notre galaxie située loin en arrière-plan, et pourtant très brillante elle aussi. Qui verra-t-on? Vénus est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. On l'appelle aussi l'étoile du Berger. Le terme étoile étant impropre et pouvant apporter à confusion puisqu'il ne s'agit pas d'une étoile comme le Soleil, et bien d'une planète. Du fait de sa rotation autour du Soleil,
Elle est visible tantôt le soir lorsque, vue depuis la Terre, elle est à gauche du Soleil, tantôt le matin lorsqu'elle est à droite du Soleil, tantôt pas du tout lorsqu'elle passe entre la Terre et le Soleil, ou derrière ce dernier. Voilà l'image de Vénus. Vénus est la seconde planète de notre système solaire par ordre de distance, située en moyenne à 108 millions de kilomètres du Soleil. La Terre est à 150 millions. Elle s'intercale entre Mercure et la Terre. On parle bien souvent de sœur jumelle de la Terre car elle lui ressemble sur certains points. En particulier son diamètre qui est très proche, 12 100 alors que la Terre c'est 12 756. Sa masse ainsi que sa composition. Enfin, comme la Terre, elle fait partie des 4 planètes théoriques, ce qui signifie qu'il s'agit d'une planète rocheuse. Plus que la Terre encore, elle a une orbite quasi circulaire, mais les similitudes s'arrêtent là. Car sur d'autres caractéristiques, elle est assez éloignée de la planète bleue. Par exemple, sa période de rotation sur elle-même est de 243 jours, alors que la Terre effectue une rotation en un jour. Et cette rotation est rétrograde, ce qui signifie que sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest. On parvient à l'apercevoir car la planète est entourée de nuages extrêmement denses. L'atmosphère de Vénus contient essentiellement du CO2 et un peu d'azote ainsi que du dioxyde de soufre. La masse de cette atmosphère équivaut à 93 fois celle de la Terre avec une pression 92 fois supérieure. Quand même impressionnant. Antares est une étoile et pas n'importe laquelle. C'est tout d'abord l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion. L'une des plus belles constellations du ciel, qui n'est hélas pas visible dans sa totalité depuis la latitude de la France métropolitaine, puisque la partie la plus australe, environ 20% de l'animal Scorpion, se trouve sous l'horizon. On a une vue d'artiste de l'étoile Antares, la supergéante rouge. Située à 550 années-lumière du Soleil, Antares est une supergéante rouge, c'est-à-dire une étoile massive en fin de vie. Sa masse vaut entre 15 et 18 fois celle du Soleil. Comme toutes les étoiles massives proches de leur mort, elle a enflé de manière démesurée, repoussant son enveloppe externe à quelques centaines de millions de kilomètres de son cœur. Son diamètre oscille entre 680 et 83 millions de kilomètres, une oscillation due à des instabilités internes provoquant des pulsations de l'enveloppe. Avec cette taille, si Antares prenait la place du Soleil, son enveloppe externe serait située entre Mars et Jupiter, ce qui signifie que l'orbite de la Terre serait à l'intérieur de l'étoile. Avec une telle surface émettrice, Antares émet 10 000 fois plus de lumière que le Soleil. Et pourtant, la température externe de l'enveloppe, difficile de parler de surface car cette enveloppe est ténue, n'est que de 3800 degrés alors qu'il règne une température de 5800 à la surface du Soleil. Cette température moindre explique la couleur orangée d'Antares, son nom signifiant en grec ancien comme Arès, soit comme la planète Mars, car la couleur des deux astres est assez proche. L'issue fatale qui attend Antares sera celle de toutes les étoiles massives. Elle explosera dans l'un des phénomènes les plus cataclysmiques de l'univers, une supernova. Quand personne ne le sait, dans quelques milliers, centaines de milliers ou quelques millions d'années. Pour terminer, que verra-t-on? La conjonction géocentrique en longitude entre les deux astres aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à 18h38, soit juste après le coucher du soleil, en tout début de nuit. À 19h, environ une heure après le coucher du soleil, les deux astres seront situés à 5 degrés au-dessus de l'horizon sud-ouest. Ces 5 degrés représentent un champ dans des jumelles, 10-50. Si l'on fait frôler l'horizon, dans le bas du champ visuel de ces jumelles et que l'on balaye de droite à gauche, les deux astres doivent apparaître en haut du champ. 3 fois le diamètre lunaire, Vénus sera au nord-ouest, soit à droite de la supergéante. Elle sera nettement plus brillante qu'Antares. Comme la scène se déroulera bas sur l'horizon, il faudra d'excellentes conditions d'observation. Un horizon sud-ouest dégagé, bien sûr, mais aussi très clair. Sans brume ni cirrus sera requis. Le contraste sera saisissant. Une planète Vénus étincelant, pas loin de son éclat maximum, 116 millions de planètes de la Terre, proche d'une belle étoile brillante à 550 années-lumière, soit loin, très loin derrière. Lorsqu'une jolie planète a rendez-vous avec une belle étoile. Très intéressant. Encore une fois, un problème technique. Au niveau de la connexion Internet, on va se connecter à la box. Parce que je me suis connecté avec le smartphone. Un petit souci technique avec la box. Pour terminer,
cette série de vidéos, issue d'une série de vidéos mensuelles, les enjeux astrologiques de 2021 au niveau mondial. Belle étude sur le site, sur le blog ekablog.com de Astropopote. Par Astropopote dans les cycles mondiaux. L'astrologie mondiale au quotidien 2021 et suivante, vers quelle société voulons-nous aller? Alors on a un autre thème musical qui s'est lancé, on ne sait pas pourquoi. On va lire comme d'habitude la quintessence pour aller vite et pour finir cette vidéo, bien évidemment je mettrai les liens pour que vous puissiez approfondir vous-même. Désolé. Pour Astropopote, que les configurations célestes en jeu permettent, tout comme ce fut le cas pour 2020, une lecture astrologique focalisée sur 2021. On n'autorise cependant pas à les aborder de manière isolée ou hors cela. Ce serait dans un continuum cyclique côté ciel et historique. Côté terre, indissociable. Donc ensuite, il développe quelque chose d'intéressant. Moi, il y a un paragraphe, une thématique qui m'intéresse, c'est le grand danger. Il y a quand même plein de choses intéressantes. Alors, où est-ce qu'on est? Au niveau du grand danger, voilà. Le grand danger des horizontalisations contrôlées, imposées par le haut. C'est vraiment extrêmement intéressant par rapport à ce qu'on risque en ce moment. Ces trois types de réseaux concrets véhiculent des utopies visant à améliorer la société, voire générer une société idéale. À le faire ensemble, en équipe, en réseau, de manière fraternelle et égalitaire. Pardon. Non au sens affectif, mais au contraire, avec le recul nécessaire à toute vie démocratique. À partir de cette année, tous vont être poussés vers l'avant, secoués, réformés ou en rupture. Le danger des horizontalisations contrôlées, imposées d'en haut, est parfaitement incarné par le projet du grand reset mondial. Présenté comme fraternel, égalitaire, écologique, ce programme mondial de réinitialisation du monde, bien évidemment en synchronicité par rapport aux phénomènes célestes. Les phénomènes célestes qui vont malheureusement, qui risquent d'arriver. Enfin, les astrologies aussi, les conjonctions, etc. Et dont ils profitent, bien sûr. Par rapport a été adopté par les milliardaires et les grands décideurs FMI, Banque centrale multinationale ONU de Davos en juin 2020 sous l'impulsion de Klaus Schwab, président et fondateur du World Economic Forum. Objectif affiché sur le site, entre autres, un avenir plus juste, plus durable et plus résistant, un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine et la justice sociale. Le créateur d'emplois décents et significatif. Quoi de plus séduisant et de plus verso qu'un tel projet universel de société égalitaire? Quoi de plus verso que de penser une nouvelle société? De graves dangers sont tapis derrière le grand reset. Mais aussi séduisant puisse sembler ce projet présenté comme protecteur, salvateur, innovateur, comment ne pas voir que personne d'autre que les milliardaires et les décideurs de Davos n'y a et n'y aura son mot à dire. Les mises en garde sur les dangers démocratiques sur ce sujet séduisant sont légion sur les dettes. Dictature verte au motif d'écologie, crédit social à la chinoise et technosurveillance de la population au motif de sécurité, organisation de la pauvreté en remplaçant des hommes par des machines. Exemple, effectivement. Rendu acceptable par un revenu universel, quoi de plus séduisant, notamment pour l'homme verso, que l'idée de pouvoir vivre sans travailler. Dans un monde désormais sans argent liquide, suppression de la propriété privée au profit d'abonnements pour tout au motif de la surconsommation, comme les plateformes, etc. Plateformes audiovisuelles, et peut-être le plus inquiétant des objectifs transhumanistes. Je ne vais pas détailler davantage ici les tenants et les aboutissants de ce grand reset, mais voilà, il développe. Il y a aussi une petite phrase à la fin il y a une belle conclusion, c'est intéressante, par rapport à pas à Chronos, mais oui, le titan Chronos, extrêmement intéressant. Quelques dates pour terminer. La pression exercée par la liberté pour que les sociétés civiles et les pouvoirs politiques lâchent des prérogatives périmées
va se faire sentir dès le 17 janvier 2021. Sur le plan social, ce qui se renforcera de manière plus politique dès le 17 février 2021, mais n'atteindra sa pleine maturité que le 24 décembre 2021. Après une phase de maturation qui commençait mi-mai, se focalisera à partir du 14 juin, avant de doucement revenir à partir de fin juillet. Puis d'octobre, aux réorientations sociopolitiques à mettre en place. Eh oui. Octobre à 24 décembre 2021. Voilà. C'était la Russian Waltz musique. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à ajouter vos informations complémentaires concernant ce qui se passe en ce moment. C'est quand même très inquiétant, bien sûr. N'hésitez pas à revenir vers le collectif. Vos pouces levés et vos abonnements comme d'habitude. Quant à moi, je vous libère. Je vous remercie à vous toutes et à tous. Et à la prochaine. Merci.